dans l'ombre douce d'un après-midi parisien, où les rayons du soleil dansent sur les pavés usés et les feuilles des marronniers frémissent sous une brise légère, une tragédie se profile, tapie dans l'ordinaire d'un quartier tranquille. Lucien Dubois, un homme noir au passé de héros, promène son fidèle berger allemand, César, dans les rues bordées d'arbres d'une banlieue paisible de Paris. Ancien membre d'une unité d'élite des forces spéciales françaises, Lucien a vu la mort de près, désarmé des ennemis invisibles dans des contrées, où chaque pas pouvait être le dernier. Pourtant, ici, dans ce coin de la capitale qu'il appelle son foyer, il n'est qu'un étranger aux yeux de certains, un homme dont la simple présence suffit à troubler la quiétude bourgeoise. Ses pas résonnent sur le trottoir, rythmés par le cliquetis des griffes de César, qui avance avec une assurance calme, ses oreilles dressées captant chaque murmure du monde, le chant d'un merle perché sur une branche, le bourdonnement lointain d'une tondeuse à gazon, le froissement des feuilles mortes sous les semelles. Ce moment, rare et précieux, semble suspendre le temps, offrant à Lucien un répit dans une vie marquée par la vigilance constante. Mais sous cette apparente sérénité, il sent les regards, ces ombres subtiles qui le suivent, pesantes, chargées de méfiance. Une femme serre son sac à main en le croisant, un jogueur ralentit son pas, évitant soigneusement son regard. Lucien a appris à ignorer ces micro-agressions, ces piqûres quotidiennes qui, accumulées, forment une blessure profonde, invisible mais toujours là, comme des éclats de verre sous la peau. Il inspire profondément, l'odeur fraîche de l'herbe coupée emplissant ses poumons, et tente de se raccrocher à la simplicité de cet instant. Une promenade avec César, le soleil tiède caressant sa nuque, le monde réduit à ce fragment de paix. Pourtant, même ici, dans ce quartier qu'il a choisi pour son calme, le danger n'est jamais loin. Il le sent avant même de le voir, un frisson familier, celui d'un homme qui a survécu à trop de champs de bataille pour ignorer les signes avant-coureurs. Une voiture ralentit à un carrefour, ses pneus crissant doucement sur l'asphalte. Une berline banalisée, aux vitres légèrement teintées, s'arrête à quelques mètres. Lucien ne tourne pas la tête, mais ses sens s'aiguisent. César, à ses côtés, redresse légèrement la tête, ses muscles se tendant imperceptiblement. La portière s'ouvre, et une voix brise le silence. « Bonjour, monsieur », lance Jacques Morel, un policier en uniforme, depuis la fenêtre ouverte. Son ton est faussement courtois, teinté d'une arrogance contenue. À ses côtés, Pierre Garnier descend du véhicule, ses bottes claquant sur le pavé, avec une assurance étudiée. « On peut voir vos papiers ?» demande Jacques, son regard glissant sur Lucien, puis sur César, avec une méfiance à peine dissimulée. Lucien s'arrête, pivotant lentement, son corps relâché mais alerte, une posture qu'il a perfectionnée au fil des années. « Bonjour, messieurs », répond-il, sa voix calme, dénuée de défi. Il connaît ce jeu, ces interactions où chaque mot, chaque geste est une épreuve. Jacques esquisse un sourire narquois, ses yeux scrutant Lucien comme s'il cherchait une faille. « Vous vivez dans le coin ?» demande-t-il, feignant l'innocence. « Oui. À 2 rues d'ici ?» répond Lucien. Imperturbable, sa main tenant la laisse de César, avec une fermeté discrète, Pierre ricane, ajustant son ceinturon avec un geste théâtral. « C'est drôle, on ne vous a jamais vu. Vous faites quoi, au juste ?» Lucien garde son sang-froid, son regard fixé sur les deux hommes, consultant en sécurité privée. « Je voyage beaucoup, » dit-il, sa voix neutre, sans une once de provocation. Jacques hausse un sourcil, son attention se reportant sur César, qui observe les deux policiers avec une intensité silencieuse, ses yeux sombres brillant sous la lumière dorée de l'après-midi. « Un gros chien, ça !»« Bien dressé ?» demande Jacques, son ton teinté d'une menace voilée. « Très bien dressé », répond Lucien, sa main resserrant légèrement la laisse. César émet un grognement discret, à peine audible, mais suffisant pour faire plisser les yeux de Jacques. « On a reçu un appel », poursuit-il, son sourire s'élargissant. « Quelqu'un qui se comporte de manière suspecte dans le quartier. Faut qu'on vérifie. » À quelques mètres, derrière une fenêtre du premier étage, Claire, une voisine d'une trentaine d'années, observe la scène, ses doigts crispés sur le rideau. Elle connaît Lucien, cet homme discret qui salue toujours poliment, qui promène son chien avec une régularité presque militaire. Elle a entendu parler de lui, des murmures dans le quartier. Un ancien soldat, un héros, disent certains, un intrus. Murmurent d'autres. Mais face à ces deux policiers, elle n'ose pas intervenir, paralysée par la peur de s'attirer des ennuis. De l'autre côté de la rue, Antoine, un jeune journaliste freelance, passe par là, son téléphone à la main.
Intrigué par la tension palpable, il commence à filmer discrètement, son pouls s'accélérant à mesure que la scène se déroule sous ses yeux. Il sent que quelque chose de grave est sur le point de se produire, et son instinct de reporter le pouce a capturé chaque instant. Jacques demande les papiers de Lucien avec une autorité croissante, sa voix prenant un ton plus dur. Lucien obtempère, sortant son portefeuille avec des gestes mesurés, délibérément lents pour ne pas donner d'excuses aux deux hommes. Pierre s'approche, trop près, envahissant l'espace de Lucien avec une arrogance calculée. « Contrôlez ce chien !» lance-t-il, sa main glissant près de son arme, un geste qui ne passe pas inaperçu. César grogne de nouveau, sentant la menace peser sur son maître. Lucien murmure calmement. « César, tranquille. » Sa voix ferme mais apaisante. Le chien obéit, s'asseyant à ses pieds, mais ses yeux restent fixés sur Pierre, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. Jacques, cherchant une excuse, hausse le ton. « Tournez-vous main dans le dos », ordonne-t-il, son sourire disparaissant. Lucien fronce les sourcils, sa voix toujours calme. « Je n'ai rien fait de mal », dit-il, sans bouger. Pierre éclate d'un rire sec, presque moqueur. « Vous discutez, maintenant ? C'est comme ça que ça marche ?» En un instant, tout bascule. Pierre saisit le bras de Lucien avec force, un geste brusque, provocateur. César bondit en grognant. Ses crocs, luisant sous la lumière déclinante. Un coup de feu déchire l'air, un son brutal qui fait trembler l'atmosphère paisible du quartier. César s'effondre, un gémissement déchirant s'échappant de sa gorge. Le sang s'écoule de son flanc, tachant le pavé d'une flaque écarlate. Lucien tombe à genoux, ses mains s'enfonçant dans le pelage de son compagnon, tentant désespérément d'arrêter l'hémorragie. « César, tiens bon !» murmure-t-il, sa voix brisée, tremblante, alors que ses doigts se couvrent de sang chaud. Jacques et Pierre reculent, leurs armes toujours pointées, leurs visages mêlant triomphe et indifférence. Jacques secoue la tête, comme s'il regrettait une formalité. « Fallait mieux contrôler ton chien. » Lâcheté-il. Son ton glacial. Pierre, l'arme encore fumante, ajoute avec un rictus. « On t'avait prévenu. » Claire, derrière sa fenêtre, étouffe un cri, ses mains plaquées sur sa bouche. Antoine, pétrifié, continue de filmer, son téléphone tremblant légèrement dans ses mains. Il sait qu'il vient de capturer une injustice criante, mais il ignore encore quoi en faire. Lucien, lui, n'entend plus rien. Le monde s'est réduit à la respiration laborieuse de César, à ses yeux bruns, pleins de loyauté et de douleur, qui cherchent ceux de son maître. « Reste avec moi », souffle Lucien, sa voix à peine audible, tandis qu'il presse ses mains contre la blessure, comme si la force de sa volonté pouvait retenir la vie qui s'échappe. Mais César s'affaisse, son corps devenant lourd, immobile. Un dernier soupir s'échappe de sa gorge, et ses yeux se voilent. Lucien sent quelque chose se briser en lui, une fracture profonde, irréparable. Les deux policiers ne perdent pas de temps. Jacques aboie un ordre, et Pierre s'avance, menotte à la main. Lucien, encore à genoux, ne résiste pas. Il n'en a pas la force. Mais alors que Pierre le relève brutalement, un éclair de rage traverse son regard. Il ne dit rien, ne bouge pas, mais cette lueur dans ses yeux fait hésiter Pierre une fraction de seconde. Les menottes se referment sur ses poignets, le métal froid mordant sa peau. On le pousse vers la voiture de police, ses pas lourds résonnant sur le pavé. Claire, toujours à sa fenêtre, sent des larmes couler sur ses joues. Elle veut crier, intervenir, mais la peur la cloue sur place. Antoine, lui, range son téléphone, le cœur battant, et s'éloigne rapidement, craignant d'être repéré. Dans la voiture, Lucien fixe le vide, le sang de César encore collé à ses mains, imprégné dans ses vêtements. Chaque secousse du véhicule ravive la douleur, mais ce n'est rien comparé à la tempête qui fait rage en lui. Une promesse silencieuse prend forme dans son esprit. Ceci n'est pas la fin. À la station de police, l'atmosphère est lourde, saturée d'une odeur de sueur et de papier poussiéreux. Lucien est assis dans une pièce froide, sous la lumière crue des néons. Les menottes ont laissé des marques rouges sur ses poignets. Mais il ne les sent pas. Son esprit est ailleurs, fixé sur l'image de César, sur ce dernier regard qu'ils ont échangé. Jacques et Pierre, de l'autre côté de la vitre, échangent des regards satisfaits, comme s'ils venaient de régler un problème mineur. Ils murmurent entre eux, riant parfois, inconscients de la tempête qu'ils viennent de déclencher. Lucien reste silencieux, son visage impassible, mais ses poings se serrent sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il sait qui ils sont. Jacques Morel et Pierre Garnier, deux officiers connus dans le quartier pour leur brutalité, leur impunité.
Ils se croient intouchables, protégés par leur badge, par un système qui ferme les yeux sur leurs abus. Mais Lucien n'est pas n'importe qui. Il a désarmé des seigneurs de guerre, infiltré des réseaux criminels, survécu à des situations où la mort était certaine. Et maintenant, dans cette cellule, il commence à échafauder un plan. La porte s'ouvre soudain avec un claquement sec. Élise, la sœur aînée de Lucien, entre comme une tornade, ses talons claquant sur le sol en béton. Avocate réputée, elle porte un tailleur gris impeccablement coupé, ses cheveux noirs tirés en un chignon strict. Son regard est une lame, tranchant l'air alors qu'elle fixe les deux policiers. « Relâchez-le immédiatement », ordonne-t-elle, sa voix vibrante de colère contenue. Elle brandit un dossier, des documents soigneusement préparés, et les jette sur le bureau. Vous n'avez aucune charge contre lui, et vous le savez. Jacques, adossé au mur, esquisse un sourire narquois. Un malentendu, madame, dit-il, haussant les épaules. Votre frère s'est montré, agité. On a dû intervenir. Élise s'avance, son regard ne vacillant pas. Un malentendu? Vous appelez ça un malentendu? Vous avez abattu son chien, vous l'avez brutalisé, et maintenant vous osez parler de malentendu? Pierre, qui feuilletait distraitement un rapport, lève les yeux. Le chien était agressif. On a fait ce qu'on devait faire. Élise serre les poings, mais sa voix reste d'un calme glacial. Vous aurez de mes nouvelles, et croyez-moi, vous regretterez ce jour. Quelques heures plus tard, Lucien est libéré. Il sort du commissariat sous un ciel déjà sombre, l'air frais de la nuit, frappant son visage comme une gifle. Élise marche à ses côtés, ses talons résonnant sur le trottoir. « Lucien, dit-elle doucement, posant une main sur son bras. On va porter plainte, on va les traîner en justice. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. » Lucien s'arrête, son regard fixé sur l'horizon. Le sang séché de César tache encore ses mains, une tache qu'aucune eau ne pourra laver. « La justice, Élise, murmure-t-il, sa voix basse, presque inaudible. Ce n'est pas dans un tribunal qu'elle se rendra. Élise fronce les sourcils, cherchant dans ses yeux une lueur de l'homme qu'elle connaît. Cet homme qui a toujours su garder son calme, même dans les pires tempêtes. Mais ce qu'elle voit la terrifie. Une détermination froide, implacable, celle d'un homme qui a déjà décidé de son chemin. « Lucien, insiste-t-elle, promets-moi que tu ne feras rien de stupide. » Il ne répond pas, se contentant de hocher la tête, un geste vague qui ne promet rien. Alors qu'il s'éloigne dans la nuit, la laisse de César, toujours dans sa poche, semble peser une tonne. Pour Lucien, ce n'est pas la fin, mais le début d'une guerre qu'il mènera seul, dans l'ombre, jusqu'à ce que justice soit faite. Dans la pénombre d'un bar enfumé de la banlieue parisienne, où les rires rauques se mêlent au cliquetis des verres et à l'odeur âcre de la bière éventée, Lucien Dubois observait, tapi dans l'ombre, sa capuche baissée sur les yeux. Jacques Morel et Pierre Garnier, les deux officiers responsables de la mort de César, son fidèle berger allemand, étaient là, attablés dans un coin, leurs uniformes remplacés par des vêtements civils froissés, leur rire trop bruyant trahissant une assurance qui n'était plus qu'une façade. Lucien, ancien membre des forces spéciales, avait passé sa vie à traquer des ennemis invisibles dans des zones où la mort rôdait à chaque tournant. Ici, dans ce bar minable, où la lumière des néons vacillait, il n'était qu'un spectre, un homme dont la rage s'était muée en une détermination froide, méthodique. Depuis la tragédie qui avait coûté la vie à César, Lucien avait cessé de dormir. Chaque nuit, il revoyait les yeux bruns de son compagnon, pleins de loyauté et de douleur, s'éteindre sous ses mains impuissantes. Chaque matin, il se réveillait avec une seule pensée, faire payer ceux qu'il avait arrachés à lui. Ce soir-là, il était là pour observer, pour apprendre, pour poser les premiers jalons d'une vengeance qu'il voulait aussi précise qu'une lame chirurgicale. Les deux hommes, inconscients du regard qui pesait sur eux, continuaient de boire, leurs gestes alourdis par l'alcool, leurs voix portant des bribes de conversations arrogantes. Jacques, le plus bavard, se vantait d'une arrestation musclée dans un autre quartier, tandis que Pierre, plus taciturne, hochait la tête, un sourire narquois aux lèvres. Ils se croyaient intouchables, protégés par leur badge, par un système qui, depuis des années, fermait les yeux sur leurs abus. Mais Lucien savait que l'impunité n'était qu'une illusion, et il était décidé à la briser. Il avait déjà commencé son travail. Quelques jours plus tôt, il avait contacté Marcel, un ancien camarade des forces spéciales, un colosse au regard franc qui travaillait désormais comme vigile dans un club huppé du 18 arrondissement. Marcel, loyal jusqu'à la moelle, avait accepté de l'aider sans poser trop de questions.
Autour d'un café dans une brasserie discrète, il avait partagé ce qu'il savait sur Jacques et Pierre, des officiers connus pour extorquer les petits commerçants, intimider les habitants des quartiers populaires et faire disparaître les plaintes comme par magie. Ils ont des amis haut placés, avait murmuré Marcel, ses yeux scrutant la salle, comme s'il craignait d'être entendu. Des collègues qui couvrent leurs arrières, des supérieurs qui préfèrent regarder ailleurs. Mais ils ne sont pas invincibles, Lucien. Ils font des erreurs. Ces mots avaient allumé une étincelle dans l'esprit de Lucien. Les erreurs, il savait les exploiter. Il avait passé des années à analyser les failles des ennemis, à transformer leurs faiblesses en armes contre eux. Jacques et Pierre, avec leur arrogance et leur négligence, lui offraient une opportunité. Lucien avait installé des caméras cachées autour du bar, des dispositifs minuscules, presque indétectables, placés dans les coins sombres, derrière des affiches déchirées ou dans les fissures des murs. Chaque soir, il revenait, s'asseyant dans un coin, un verre de bière intact devant lui, enregistrant chaque mouvement, chaque échange douteux. Il avait vu Jacques glisser des billets dans sa poche après une conversation avec un homme nerveux, probablement un patron de bar payant pour éviter les ennuis. Il avait vu Pierre murmurer à l'oreille d'une serveuse, son regard menaçant la faisant blêmir. Ces images, stockées sur une clé USB, qu'il gardait dans une poche secrète de sa veste, étaient les premières pièces d'un puzzle qu'il assemblait patiemment. Mais ce n'était pas assez. Lucien voulait plus que des preuves d'extorsion. Il voulait les briser, les exposer, leur faire ressentir la peur qu'ils infligeaient aux autres. Et pour cela, il devait frapper là où il ne s'y attendait pas. Un soir, alors que la pluie battait les rues de la banlieue, Lucien suivit Jacques hors du bar. L'officier, éméché, titubait légèrement, ses pas incertains sur le pavé mouillé. Il s'engagea dans une ruelle sombre, loin des réverbères, loin des regards. Lucien, tel un fantôme, le suivit, sa respiration contrôlée, ses muscles tendus comme des ressorts prêts à se détendre. Jacques s'arrêta pour allumer une cigarette, sa flamme vacillante éclairant brièvement son visage marqué par l'alcool et l'arrogance. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Lucien surgit de l'ombre, rapide, précis, comme un prédateur. Un coup sec dans les côtes le plia en deux. Un gémissement s'échappant de ses lèvres alors qu'il tombait à genoux. Avant qu'il ne puisse crier, un second coup, au visage cette fois, fit craquer sa mâchoire. Jacques s'effondra sur le sol humide, ses mains griffant le pavé, cherchant à se relever. Lucien se pencha, sa voix basse, presque un murmure, mais chargé d'une menace glaciale. « Tu te crois intouchable, Jacques? Tu penses que ton badge te protège ?» Jacques, sonné, tenta de répondre, mais un troisième coup, précis, dans l'estomac, lui coupa le souffle. « Ça, c'est pour César », souffla Lucien, ses yeux brûlants d'une rage contenue. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il disparut dans l'obscurité, laissant Jacques gisant, tremblant, la pluie lavant le sang qui coulait de son nez. Le lendemain, Jacques arriva au commissariat, le visage tuméfié, un hématome violet s'étendant sous son œil gauche. Pierre, en le voyant, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre inquiétude et méfiance. Jacques, la voix tremblante, raconta l'attaque, omettant les détails qui le feraient paraître faible. « Quelqu'un sait ce qu'on fait, Pierre ?» murmura-t-il, ses yeux scrutant la pièce comme s'il craignait que l'assaillant ne soit là, dans l'ombre. « Il faut le trouver. » Pierre serra les poings, son visage durcissant. « On va le débusquer, » grogna-t-il. Personne ne touche à un flic et s'en sort comme ça. Mais derrière leur bravade, une peur nouvelle s'installait, une fissure dans leur assurance. Ils commencèrent à harceler les hommes noirs du quartier, ceux qu'ils percevaient comme des menaces, des hommes forts, indépendants, qui ne baissaient pas les yeux face à leurs intimidations. Leur première cible fut Malik, un ancien boxeur devenu entraîneur dans un gymnase délabré du quartier. Malik, grand et musclé, était une figure respectée, un homme qui avait déjà croisé le fer avec Jacques et Pierre 2 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait arrêté sans motif valable, le laissant avec des côtes fêlées et une cicatrice au-dessus de l'œil. Ce jour-là, ils se présentèrent devant son gymnase, leurs postures agressives, leurs regards chargés de soupçons. Malik, appuyé contre le mur, une serviette autour du cou, les observa approcher sans ciller. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» lança-t-il. Sa voix calme mais ferme. Jacques s'avança. Trop près, son souffle empestant l'alcool de la veille. « On cherche un type qui aime jouer les durs, dit-il, son ton provocateur. Quelqu'un qui pense pouvoir nous faire peur. Ça te dit quelque chose ?» Malik esquissa un sourire narquois, secouant la tête. « Vous cherchez des fantômes, Morel.
Allez jouer ailleurs. Pierre, perdant patience, fit un pas en avant. Mais Malik se redressa, sa présence imposante, le faisant reculer. Si vous voulez des ennuis, vous savez où me trouver, dit Malik, son regard perçant. Les deux officiers battirent en retraite, frustrés, mais leur colère ne faisait que croître. Pendant ce temps, Lucien continuait son travail dans l'ombre. Il avait été contacté par Antoine, le jeune journaliste qui avait filmé l'incident avec César. Antoine, nerveux mais déterminé, l'avait retrouvé dans un café discret près de la gare de Saint-Denis. « J'ai vu ce qu'ils vous ont fait », murmura-t-il, jetant des regards furtifs autour de lui. « J'ai la vidéo, et je veux aider. » Lucien, méfiant par nature, scruta le jeune homme. Antoine, avec ses lunettes rondes et son air de premier de la classe, ne semblait pas être un allié naturel, mais il avait quelque chose que Lucien n'avait pas, un accès aux réseaux sociaux, une plateforme pour diffuser la vérité. « Envoie la vidéo anonymement, » dit Lucien, sa voix basse. « Mais fais attention. Ces types n'aiment pas qu'on les expose. » Antoine hocha la tête, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. « Je connais quelqu'un qui peut amplifier ça, » ajouta-t-il. « Une activiste, Sophie. Elle travaille avec des groupes qui luttent contre les violences policières. » Lucien acquiesça, notant le nom dans un coin de son esprit. Sophie, une alliée potentielle. Quelques jours plus tard, Lucien rencontra Sophie dans un parc discret, loin des regards indiscrets. Sophie, une femme d'une trentaine d'années, les cheveux coupés courts et le regard vif, parlait avec une passion qui trahissait des années de combat. « Ce qu'ils ont fait à votre chien, à vous, ce n'est pas un incident isolé, dit-elle, ses mains serrant un dossier rempli de témoignages. Jacques et Pierre ont un historique. Des plaintes enterrées, des victimes réduites au silence. Mais les gens commencent à parler. » Elle lui tendit un document, une plainte déposée 2 ans plus tôt par un jeune homme nommé Karim, battu par les 2 officiers après une prétendue infraction au code de la route. Les charges contre Karim avaient été abandonnées, mais il vivait désormais dans l'ombre, craignant chaque voiture de police qui passait. Lucien lut le rapport, ses doigts se crispant sur le papier. « Karim, » murmura-t-il. « Où puis-je le trouver ?» Sophie hésita, puis griffonna une adresse. « Soyez prudent, Lucien. Il est fragile. » Lucien rendit visite à Karim le lendemain, dans un petit appartement au-dessus d'une épicerie. Karim, un jeune homme mince au regard hanté, sursauta en ouvrant la porte. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-il immédiatement, ses mains tremblant légèrement. Lucien leva les paumes en signe d'apaisement. « Je ne suis pas là pour ça, » dit-il doucement. « Je veux t'aider. Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils m'ont fait, ça ne peut pas continuer. » Karim baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Ils m'ont brisé, » murmura-t-il. « Ils m'ont dit que si je parlais, ils reviendraient. » Lucien posa une main sur son épaule, un geste ferme mais rassurant. « Ils ne te toucheront plus, » promit-il. « Pas après ce que je vais faire. » Chaque jour, Lucien resserrait l'étau. Il suivait Jacques et Pierre, notant leurs habitudes, leurs failles. Il découvrit qu'ils fréquentaient un réseau de petits commerçants qu'ils racketaient, des hommes et des femmes trop effrayés pour parler. Il enregistra des conversations, captura des images de pots de vin échangées dans des ruelles. Mais il savait que les preuves seules ne suffiraient pas. Il devait les pousser à bout, les forcer à commettre une erreur fatale. Et pour cela, il avait un plan. Il rendit sa maison vulnérable, du moins en apparence. Une bouteille de vin à moitié vide sur la table, des lettres éparpillées, une grille mal fermée. Une invitation silencieuse. Il savait qu'ils viendraient, tôt ou tard, poussés par leur peur et leur arrogance. Et quand ils viendraient, il serait prêt. Jacques et Pierre, de leur côté, devenaient de plus en plus erratiques. L'attaque contre Jacques les avait ébranlés, fissurant leur façade d'invincibilité. Ils passaient leur journée à traquer des suspects, ciblant les hommes noirs du quartier, ceux qu'ils percevaient comme des menaces. Après Malik, ils s'en prirent à Léon, un mécanicien robuste qui avait déjà été arrêté pour une prétendue résistance à l'autorité. Léon, appuyé contre son garage, les regarda approcher avec un mélange de mépris et de résignation. « Vous perdez votre temps », lança-t-il, essuyant ses mains pleines de cambouis. Pierre s'avança, son regard dur. « On sait que quelqu'un dans ce quartier joue au justicier, dit-il, et on va le trouver. » Léon haussa les épaules. « Bonne chance, répondit-il, son ton chargé d'ironie. Mais derrière son assurance, il y avait de la peur, la même peur que Lucien avait vue dans les yeux de Karim. Chaque confrontation renforçait la détermination de Lucien. Il savait que Jacques et Pierre, dans leur quête désespérée, finiraient par venir à lui. Et il les attendait. Chaque nuit, il vérifiait ses caméras, peaufinait son plan.
Il repensait à César, à la chaleur du sang sur ses mains, à la promesse qu'il s'était faite. Il repensait à Élise, à ses avertissements, à son plaidoyer pour la justice légale. Mais pour Lucien, la justice ne viendrait pas des tribunaux, pas dans un système qui protégeait des hommes comme Jacques et Pierre. La justice, il la rendrait lui-même, dans l'ombre, là où il avait toujours opéré. Un soir, alors que la lune jetait une lumière pâle sur les rues désertes, Lucien reçut un message d'Antoine. La vidéo de l'incident avec César, publiée anonymement sur les réseaux sociaux, commençait à circuler. Des commentaires indignés affluaient. Des hashtags dénonçant les violences policières se répandaient. Sophie, de son côté, mobilisait ses contacts, organisant une réunion communautaire pour discuter des abus de Jacques et Pierre. Lucien savait que le vent tournait, mais il n'était pas prêt à s'arrêter. Pas encore. Il voulait les voir tomber, non pas sous la pression de l'opinion publique, mais sous le poids de leurs propres erreurs. Et il savait que ce moment approchait. Sous un ciel gris d'une banlieue parisienne, où les réverbères jettent des halos pâles sur les trottoirs humides, Lucien Dubois attendait, immobile, dans l'obscurité de son salon. La maison, en apparence négligée, était une toile soigneusement tissée. Une bouteille de vin, à moitié vide, trônait sur la table basse. Des lettres déchirées s'éparpillaient sur le comptoir, une grille entr'ouverte grinçait doucement dans la cour. Tout était calculé. Chaque détail, une invitation silencieuse à Jacques Morel et Pierre Garnier, les deux officiers de police qui avaient abattu César, son fidèle berger allemand, et brisé quelque chose d'irréparable en lui. Lucien, ancien membre des forces spéciales, savait attendre. Il avait passé des années à tendre des pièges à des ennemis bien plus dangereux, dans des contrées où un faux pas signifiait la mort. Ici, dans ce quartier paisible qu'il appelait chez lui, l'ennemi était différent. Deux hommes corrompus, protégés par un système complice, mais tout aussi vulnérables à leurs propres failles. Ce soir, ils savaient qu'ils viendraient. Leur peur, leur arrogance, leur besoin de réaffirmer leur pouvoir les poussaient droit dans son piège. Des caméras cachées, dissimulées dans les coins du salon, derrière des bibelots anodins, enregistraient chaque souffle, chaque ombre. Lucien, assis dans un fauteuil, son téléphone posé sur la cuisse, respirait calmement, ses muscles détendus mais prêts à réagir. La laisse usée de César, enroulée dans sa poche, était un rappel constant de pourquoi il faisait cela. Chaque grincement du plancher, chaque bruissement dehors le ramenait à ce moment où le sang de son compagnon avait taché ses mains, où ses yeux bruns s'étaient éteints sous ses doigts impuissants. Ce soir, il ne serait pas la victime. Un coup sec retentit à la porte, suivi d'un second, plus insistant. Lucien se leva lentement, son visage impassible, son corps adoptant une posture légèrement voûtée, celle d'un homme brisé, vulnérable. Il ouvrit la porte, et là, sur le seuil, se tenaient Jacques et Pierre, leurs silhouettes massives encadrées par la lumière blafarde du porche. Jacques, le visage encore marqué par les bleus de leur rencontre dans la ruelle, esquissa un sourire froid. « On peut entrer ?» demanda-t-il, son ton faussement courtois, mais chargé d'une menace à peine voilée. Lucien, feignant la surprise, haussa un sourcil. « Ça dépend, » répondit-il, sa voix calme, presque lasse. « Vous avez un mandat ? Ou vous venez encore me tirer dessus ?» Pierre éclata d'un rire sec, ses yeux scrutant l'intérieur de la maison. « T'as quelque chose à cacher, hein ?» lança-t-il, ajustant son ceinturon avec une arrogance familière. Lucien inclina la tête, un sourire contenu jouant sur ses lèvres. « Rien du tout, » dit-il, s'écartant pour les laisser entrer. « Mais j'aime que les choses soient faites dans les règles. » Jacques ricana, poussant Lucien d'une main ferme pour pénétrer dans le salon. « Les règles, » murmura-t-il, son regard balayant la pièce. « C'est drôle, venant d'un type comme toi. » Les deux officiers s'avancèrent, leurs bottes résonnant sur le plancher. Pierre, le plus nerveux, scrutait chaque coin, comme s'il s'attendait à une embuscade. Jacques, lui, jouait la carte de la désinvolture, mais ses yeux trahissaient une tension croissante. « On a entendu des choses intéressantes, Dubois, » dit-il, s'approchant dangereusement de Lucien. « Un type qui se balade, qui joue au dur, qui pense pouvoir nous faire peur. » Il s'arrêta, son visage à quelques centimètres de celui de Lucien. « Ça te dit quelque chose ?» Lucien resta immobile, son regard fixé sur Jacques, sans ciller. « Vous cherchez des fantômes, Morel ?» répondit-il, sa voix basse, presque amusée. « Je suis juste un mec qui promène son chien, ou qui le promenait. » Le mot « chien » fit tressaillir Pierre, qui serra les poings. « T'es malin, hein ?» grogna-t-il, s'avançant à son tour. « Mais on sait que c'est toi. La façon dont tu bouges, dont tu parles. T'es pas un mec ordinaire. » Lucien haussa les épaules, jouant son rôle à la perfection.
Vous vous trompez de cible, dit-il, laissant sa voix trembler légèrement, comme s'il était intimidé. Mais ses yeux, eux, ne vacillaient pas. Ils observaient chaque geste, chaque mouvement, attendant l'inévitable. Et l'inévitable arriva. Jacques, perdant patience, le poussa violemment contre le mur, faisant tomber la bouteille de vin qui s'écrasa sur le sol dans un éclat de verre. « T'es pas si malin, hein » cracha-t-il, son poing s'écrasant sur les côtes de Lucien. La douleur fut immédiate, aiguë, mais Lucien ne broncha pas. Il encaissa, laissant son corps s'affaisser légèrement, jouant la faiblesse. Pierre, encouragé par la brutalité de son partenaire, enchaîna avec un coup à la mâchoire, faisant basculer la tête de Lucien. Le sang coula de sa lèvre, mais il ne riposta pas. Chaque coup était une preuve, chaque insulte une pièce de plus dans le dossier qu'il construisait. « T'es fini, Dubois » murmura Jacques, le saisissant par le col pour le redresser. « Si on découvre que t'as quelque chose à voir avec ce qui m'est arrivé, tu vas regretter d'être né. » Lucien, haletant, leva les yeux, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Vous faites erreur » souffla-t-il, sa voix rauque mais ferme. Les deux officiers échangèrent un regard, satisfaits de leur démonstration de force, puis se dirigèrent vers la porte. « Reste à ta place » lança Pierre avant de sortir, claquant la porte derrière eux. Lucien resta immobile un moment, le souffle court, le goût du sang dans la bouche. Puis, lentement, il se redressa, ignorant la douleur qui pulsait dans ses côtes. Il s'approcha de son ordinateur portable, posé sur une table dans un coin du salon, et lança la lecture des enregistrements. Les caméras avaient tout capturé. L'entrée brutale des deux officiers, leurs menaces, leurs coups. Chaque instant était là. En haute définition, une condamnation irréfutable. Lucien s'assit, le visage éclairé par la lueur bleutée de l'écran, et grava les fichiers sur une clé USB. Il savait ce qu'il devait faire maintenant. Il envoya les vidéos à Antoine, le jeune journaliste, avec un message simple. « Fais-les circuler ». Puis il contacta Sophie, l'activiste, qui avait déjà mobilisé une petite armée de militants prêts à faire éclater la vérité. Mais il ne s'arrêta pas là. Il appela Amadou, un vieil ami des forces spéciales devenu pirate informatique. Un homme capable de faire voyager une vidéo à travers le monde en quelques clics. « Mets ça partout », dit Lucien, sa voix dénuée d'émotion. « Réseaux sociaux, forums, médias. Que tout le monde voit ce qu'ils sont. » Amadou, fidèle comme toujours, répondit avec un rire sec. « Considérez ça comme fait, mon frère. » En quelques heures, les vidéos se répandirent comme une traînée de poudre. Sur Twitter, des hashtags comme « Justice pour César » et « Stop violences policières » grimpaient en tendance. Sur Facebook, des groupes communautaires partageaient les images, accompagnés de témoignages d'autres victimes de Jacques et Pierre. Sophie, infatigable, organisa une manifestation devant le commissariat, réunissant des dizaines de personnes, des pancartes à la main, scandant des slogans pour la justice. Claire, la voisine qui avait assisté à la mort de César, trouva enfin le courage de parler. Elle rejoignit la foule, tenant une photo du berger allemand, les larmes aux yeux. « Il ne faisait rien de mal », murmura-t-elle à un journaliste, sa voix tremblante. « Ils l'ont tué comme s'il ne valait rien. » Antoine, de son côté, écrivit un article brûlant, publié sur un site d'information alternatif, détaillant l'histoire de Lucien, de César et des abus répétés des deux officiers. L'article, repris par des médias plus grands, devint viral, mettant une pression croissante sur le commissariat. Au sein de la police, l'ambiance était chaotique. Le commissaire Dupont, un homme usé par des décennies dans un système corrompu, se retrouva acculé. Dupont, avec ses cheveux grisonnants et son regard fatigué, avait toujours su naviguer entre la politique et la réalité brutale du terrain. Mais cette fois, la tempête était trop forte. Les vidéos, combinées à la manifestation grandissante, rendaient impossible toute tentative de dissimulation. Lors d'une réunion d'urgence, il convoqua Jacques et Pierre dans son bureau. « Vous avez foutu un bordel monstre » grogna-t-il, jetant un dossier sur la table. « Vous savez ce que ça signifie ? Suspension immédiate, enquête interne. Et priez pour que ça s'arrête là. » Jacques, le visage blême, tenta de protester. « C'est un coup monté, commissaire. Ce type, Dubois, c'est lui qui... » Dupont l'interrompit d'un geste brusque. « Taisez-vous, Morel. Vous avez vu les vidéos ? Le pays entier les a vues. » Pierre, silencieux, fixait le sol, ses mains tremblant légèrement. Pour la première fois, il ressentait le poids de leur propre vulnérabilité. Lucien, lui, observait tout cela de loin. Il ne participait pas aux manifestations, ne parlait pas aux journalistes. Il préférait l'ombre,
là où il avait toujours été le plus efficace. Mais il savait que ce n'était pas fini. Une après-midi, alors qu'il buvait un café dans une brasserie discrète, il croisa Jacques par hasard. L'officier, seul, semblait diminuer, son arrogance évanouie. Lucien s'approcha, s'asseyant à une table voisine, sans un mot. Jacques le reconnut immédiatement, son visage se crispant. « Toi !» murmura-t-il, sa voix tremblante. Lucien le fixa, ses yeux sombres perçants comme des lames. « Tu pensais que ton badge te protégerait éternellement, » dit-il, sa voix basse, presque un chuchotement. « Mais le monde change, Morel, et toi, tu es fini. » Jacques ne répondit pas, ses mains serrant son verre si fort que ses phalanges blanchirent. Lucien se leva, laissant derrière lui un homme brisé, un homme qui, pour la première fois, comprenait ce que c'était d'être une proie. Quelques jours plus tard, Élise, la sœur de Lucien, le retrouva dans son appartement. Elle entra sans frapper, ses talons claquant sur le plancher, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu as vu ce qui se passe dehors ?» demanda-t-elle, posant son sac sur la table. « Les gens manifestent, les médias parlent, Dupont a promis une enquête. On peut gagner, Lucien, on peut les faire tomber légalement. » Lucien, assis dans son fauteuil, caressait la laisse de César, ses doigts suivant les contours usés du cuir. « Légalement ?» répéta-t-il, un sourire amer aux lèvres. « Tu crois vraiment que ce système va les punir? Ils seront suspendus, être mutés, mais ils reviendront, ils reviennent toujours. » Élise s'approcha, posant une main sur son épaule. « Et toi, Lucien? Qu'est-ce que tu deviens si tu continues comme ça ?» Il leva les yeux vers elle, son regard dur, mais traversé d'une lueur de douleur. « Je deviens ce qu'ils ont fait de moi, » murmura-t-il. Élise recula, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je t'aime, » dit-elle doucement, « mais je ne peux pas te suivre sur ce chemin. » Elle partit, laissant derrière elle un silence lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Lucien se leva, traversant la pièce jusqu'à une petite boîte en bois sur une étagère. Il l'ouvrit, révélant une médaille, gagnée lors d'une mission dont il ne parlait jamais. À côté, une photo de lui et César, prise un été dans un parc, le chien courant après une balle, la langue pendante, les yeux pleins de vie. Lucien passa un doigt sur l'image, son cœur se serrant. « Je te promets, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Ils paieront tous. » Il referma la boîte, rangea la laisse dans sa poche et s'assit devant son ordinateur. Les vidéos continuaient de circuler, les manifestations grossissaient, et une enquête officielle fut enfin annoncée. Jacques et Pierre furent suspendus, leurs visages placardés dans les journaux, leurs noms associés à la honte. Mais pour Lucien, ce n'était qu'un début. Il savait que le système, même ébranlé, était résilient. Il savait que des hommes comme Jacques et Pierre existaient partout, tapis dans l'ombre des institutions. Et il savait qu'ils ne s'arrêteraient pas. Pas pour César, pas pour Karim, pas pour toutes les victimes silencieuses dont les cris n'avaient jamais été entendus. Assis dans l'obscurité, Lucien planifiait déjà la prochaine étape. Il avait des noms, des lieux, des cibles. Marcel lui avait fourni une liste de collègues corrompus, des hommes qui, comme Jacques et Pierre, se croyaient au-dessus des lois. Sophie l'avait mis en contact avec un réseau d'activistes prêts à amplifier ses actions. Amadou, toujours fidèle, piratait des bases de données, recueillant des informations sur les complices des deux officiers. Lucien n'était plus seul, mais il savait que ce combat restait le sien. Chaque nuit, il caressait la laisse de César, un talisman, un rappel. La justice, celle qu'il rendrait, ne viendrait pas des tribunaux, mais des ombres. Et dans ces ombres, il était invincible. La lecture de la justice dans l'ombre n'est pas seulement une plongée dans une histoire captivante, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur des thèmes universels qui résonnent avec les valeurs françaises, la justice, l'honneur, la résilience face à l'injustice et le combat pour la dignité. Cette œuvre, ancrée dans un contexte parisien où les tensions sociales et les abus de pouvoir se croisent, nous pousse à examiner nos propres réactions face à l'injustice et à tirer des leçons applicables dans notre quotidien. À travers le parcours de Lucien Dubois, un homme marqué par la perte et animé par une quête de justice, l'histoire met en lumière des vérités parfois inconfortables sur la société, tout en offrant des perspectives inspirantes pour vivre avec intégrité et courage. En tant que Français, où l'égalité, la liberté et la fraternité sont des piliers culturels, cette histoire nous touche profondément, car elle interroge notre rapport au système, à l'autre et à nous-mêmes. D'abord, l'histoire de Lucien nous confronte à la réalité brutale de l'injustice systémique.
Lucien, ancien membre des forces spéciales, est un héros qui a risqué sa vie pour protéger son pays. Mais dans son propre quartier, il est réduit à un suspect, jugé non pas pour ses actes, mais pour sa couleur de peau. Cette discrimination, subtile mais omniprésente, reflète une fracture sociale que l'on peut observer même dans une société française attachée à l'idéal d'égalité. Les regards méfiants, les contrôles injustifiés, les micro-agressions quotidiennes que subit Lucien rappellent que les préjugés persistent, même dans une nation qui prône l'universalisme. La leçon ici est claire. L'égalité n'est pas seulement un droit inscrit dans la loi, mais une valeur qui exige une vigilance constante. Dans notre vie quotidienne, cela nous pousse à questionner nos propres biais, à reconnaître les injustices subtiles autour de nous, dans la rue, au travail, dans les interactions banales. Être français, c'est défendre l'égalité non pas en parole, mais en acte, en défiant les stéréotypes et en soutenant ceux qui sont marginalisés. Ensuite, la résilience de Lucien face à la perte de César, son fidèle compagnon, est une ode à la force intérieure, une qualité profondément admirée dans la culture française, où l'on valorise la capacité à surmonter l'adversité avec dignité. La mort de César n'est pas seulement une perte personnelle, mais un symbole de l'injustice qui frappe les plus vulnérables. Pourtant, Lucien ne se laisse pas consumer par le désespoir. Il transforme sa douleur en une quête méthodique, presque militaire, pour obtenir justice. Cette résilience nous enseigne une leçon précieuse. Face à l'épreuve, il est possible de canaliser sa souffrance en action constructive. Dans notre vie, cela peut se traduire par une attitude proactive face aux défis. Que ce soit une injustice au travail, une difficulté personnelle ou une lutte collective, nous pouvons choisir de ne pas nous résigner, mais d'agir avec détermination, comme Lucien, tout en restant fidèles à nos principes. La culture française, marquée par des figures comme Jean Moulin ou Simone Veil, nous rappelle que la résilience n'est pas une passivité, mais une force active, un refus de plier face à l'oppression. Un autre thème central est la tension entre justice légale et justice personnelle. Élise, la sœur de Lucien, incarne la voie institutionnelle, plaidant pour un recours à la loi, tandis que Lucien, désillusionné par un système qui protège les coupables, choisit une voie plus sombre, celle de la vengeance calculée. Ce dilemme résonne avec une question philosophique chère à la France, pays de Voltaire et de Rousseau. Où se situe la véritable justice? La réponse n'est pas simple. Lucien, en posant des caméras et en exposant les abus de Jacques et Pierre, montre qu'il est possible de combiner stratégie et morale, mais son chemin reste périlleux, frôlant la perte de soi. La leçon pour nous est de trouver un équilibre. Défendre nos droits et ceux des autres, tout en évitant de nous laisser consumer par la colère. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier s'impliquer dans des causes justes, signer une pétition, rejoindre une association ou simplement écouter ceux qui souffrent, tout en respectant les cadres légaux qui, bien qu'imparfaits, sont les fondations de notre société. En France, où les manifestations et les débats publics sont une tradition, cette leçon nous encourage à nous engager activement, mais avec sagesse. L'histoire met également en lumière l'importance de la communauté, un thème cher à la culture française, où la fraternité est plus qu'un slogan. Sophie, l'activiste, Antoine, le journaliste, et Amadou, le pirate informatique, forment un réseau d'alliés qui amplifie la quête de Lucien. Leur solidarité montre que, face à l'injustice, la force collective est essentielle. En France, où les mouvements citoyens ont souvent changé le cours de l'histoire, des révolutions aux grèves modernes, cette idée nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Appliqués à la vie quotidienne, cela nous invite à construire des ponts avec ceux qui partagent nos valeurs, à soutenir les initiatives locales, qu'il s'agisse d'aider un voisin ou de participer à une cause sociale. La fraternité, c'est agir ensemble, même dans les petites choses. Organiser un événement caritatif, partager une idée, ou simplement offrir une écoute attentive. Enfin, l'histoire nous confronte à la question de la mémoire et du deuil. Lucien porte la laisse de César comme un talisman, un rappel constant de sa perte, mais aussi de sa mission. Ce lien émotionnel avec le passé est profondément ancré dans la culture française, où l'on honore les héros tombés, qu'il s'agisse des soldats de Verdun ou des victimes d'injustices modernes. La leçon ici est de ne pas laisser le passé nous enchaîner, mais de l'utiliser comme une force pour avancer. Dans notre vie, cela peut se traduire par un effort pour tirer des leçons de nos épreuves, qu'il s'agisse d'un échec professionnel, d'une perte personnelle ou d'une injustice subie. Comme Lucien, nous pouvons transformer nos cicatrices en carburant pour le changement, tout en veillant à ne pas nous perdre dans la vengeance ou l'amertume. En somme,
La justice dans l'ombre nous apprend que la justice est un combat de tous les instants, qu'il exige courage, stratégie et solidarité. En tant que Français, nous sommes appelés à incarner ces valeurs dans notre quotidien, défier les préjugés, persévérer face à l'adversité, chercher un équilibre entre colère et raison et construire des communautés solidaires. Lucien, malgré sa douleur, nous montre qu'il est possible de se lever, même après la pire des pertes, pour défendre ce qui est juste. Cette histoire nous rappelle que, dans une société imparfaite, chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, à condition d'agir avec conviction et humanité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors ne restez pas silencieux. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message de justice et de résilience se propage. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires, et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire vous évoque. Comment elle résonne avec votre propre expérience ou ce que vous faites pour défendre la justice dans votre quotidien. Ensemble, faisons entendre nos voix, car chaque geste compte pour bâtir un monde plus juste. Merci, et à bientôt.